Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur e-radio en même temps sur ITV pour débriefer ensemble la situation tourmentée du voisin malien, le Mali qui est donc très très mal en point. C'est même le grand corps malade de la sous-région dont le président a été déposé hier avec une facilité déconcertante. Les soldats mutins l'ont forcé à s'auto-flageller à la télévision en annonçant par lui-même sa démission avec le masque des mauvais jours. Il semble donc que le coup d'État ait été minutieusement préparé. Le comité national pour le salut public dit préparer la transition politique civile en vue des élections générales et selon les médias en officier du nom de Assimi Goïta, cet autoproclamé chef de la junte, et il promet d'assurer la continuité des services de l'État. Nous ne tenons pas au pouvoir, tenons plus au Mali, a-t-il dit. Donc ce soir, nous abordons la question sous l'angle suivant. Le Mali, quelles sont les chances de la transition et d'un changement de pouvoir en douceur, quelles opportunités et quels risques pour le Mali et pour également notre sous-région. Et en cela, ce soir, nous recevons Monsieur Gilles Yabi, qui se trouve être le président de Ouati, un think tank, autrement dit un laboratoire d'analyse pour débriefer tous les événements et toute la situation malienne. Bonsoir, Monsieur Yabi, et merci d'avoir répondu ce soir à l'invitation d'Immédiat. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs et aux téléspectateurs, et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, avec nous, nous avons Monsieur Abdelrahman Gaïdé, qui se trouve être historien, chercheur. Bonsoir également, Monsieur Gaïdé, d'avoir répondu à notre invite. Bien, merci. Et puis, je salue au passage mon frère Gilles, que je suis de loin. J'encourage beaucoup ce qu'il est en train de faire pour la tranquillité de la sous-région. Très bien, on va vous demander de vous approcher de votre micro. Donc, le temps de poser la première question à Monsieur Yabi. Que vous inspire donc la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, parce que les images qu'on a vues hier à la télé qui ont été une image imposée, c'était pas forcément beau à voir pour notre continent. Oui, les images n'étaient pas belles à voir. On a surtout un sentiment immédiat d'éternel recommencement, puisqu'on se souvient du coup d'État notamment de 2012 au Mali, mais on a vu aussi dans beaucoup d'autres pays comme la Guinée des coups d'État militaires de triste mémoire. Et je crois que chaque fois qu'on a un coup de force de ce type, on a forcément affaire à la manifestation d'un échec notamment des institutions politiques et des fonctionnements politiques de nos États. Mais je crois qu'il faut ajouter tout de suite qu'on était déjà dans un contexte politique extrêmement tendu et que ce coup d'État, pour ceux qui suivent attentivement le Mali, en réalité, n'était pas une surprise. Très bien. Monsieur Gaïdé, est-ce que vous avez vu de vos yeux arriver des signes avant-coureurs au Mali et qui devaient aboutir à ce coup d'État hier? Je pense que je vais revenir pour dire que merci encore une fois de me donner l'occasion de dire ce que je pense de ce qui se passe tout autour de nous. Voir venir des signes, je ne pense pas qu'on puisse automatiquement le dire, mais il y a un processus qui ne trompe jamais, qui permet de comprendre que nous allons vers l'impasse. On ne pouvait pas penser que l'armée allait peut-être prendre le pouvoir, mais c'était prévisible peut-être, parce que je ne pouvais pas le penser, puisque l'armée a
avait une autre préoccupation, c'est assurer l'intégrité territoriale du Mali et remettre la confiance à l'intérieur des troupes pour que ces troupes puissent défendre un pays et accompagner la politique. Tout à l'heure, l'ami Gilles a parlé de l'échec des institutions. Moi, je pense de plus en plus qu'il faut qu'on arrête d'accuser les institutions et les principes démocratiques dans leur essence. Ce qu'il y a, c'est l'échec des hommes. C'est les hommes qui nous posent problème en réalité, puisque nous n'avons plus ces hommes de carrure qui avaient la possibilité de comprendre qu'ils sont en mission bien déterminée, à partir d'éléments qui peuvent leur permettre de mettre leur société sur le bon chemin pour qu'il n'y ait pas de contestation et que le cheminement de l'ensemble de cette société collée à d'autres sociétés puisse aller de l'avant et que tout le monde puisse émerger ensemble. Mais avec ces comportements, c'est un peu difficile. Très bien. On a vu donc tout à l'heure dans les médias un nouveau visage apparaître. Il s'appelle Assimi Goïta ou Goïta, c'est un peu compliqué à dire, mais qui s'est autoproclamé, qui dit qu'il est le chef donc de cette junte et qui affirme vouloir avec ses collaborateurs militaires donc rectifier les erreurs qui ont été commises toutes ces dernières années au Mali. Est-ce que vous avez des informations sur cette personnalité et est-ce que ce qu'il dit est intéressant à vos yeux? Alors, je voudrais juste saluer le fait d'avoir mon ami Gaindé qui a une perspective profonde, historique et qui, je pense, va être très importante pour comprendre les événements au Mali parce qu'on est toujours un peu dans l'analyse de court terme et évidemment, il y a toujours cette profondeur historique qui est importante et je pense aussi que je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il pose déjà le problème des hommes. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je crois que cette tendance un peu à déconnecter la question des hommes de la question des institutions, elle ne nous amène pas très loin puisque pour que les institutions fonctionnent et qu'elles soient stables, il faut aussi évidemment qu'elles soient animées par des personnes de qualité et surtout qui ont le sens d'une sorte d'éthique de responsabilité. Mais on y reviendra sans doute. Sur la personnalité de M. Goïta, j'avoue que c'est un nom qui apparaît tout à fait nouvellement maintenant sur la scène, puisque depuis le coup d'État, on avait surtout un certain nombre de colonels et de colonels-majors, notamment le porte-parole, le colonel Ouagé. Et je pense que c'est intéressant parce que la dynamique au sein du groupe militaire qui prend le pouvoir est un élément déterminant qu'on a tendance souvent à oublier lorsqu'on a des coups d'État. On a toujours un groupe d'officiers et cette fois-ci ce sont vraiment des officiers supérieurs. On a essentiellement des colonels et peut-être un général qui pourrait être impliqué également, mais on a différents corps de l'armée, donc on n'est pas tout à fait dans le scénario du coup d'État de 2012 avec Sanogo. Et je pense que cette dynamique interne va être importante parce que parfois ceux qui décident au départ de faire le coup d'État et qui ont parfois réellement sont de bonne foi et ont envie de remettre de l'ordre dans un pays qui, c'est vrai, a quand même besoin de rupture politique. Parfois, ils sont ensuite dépassés, doublés par certains du même groupe qui ont d'autres ambitions. Et c'est pour ça qu'il va être très important de voir la dynamique interne au sein du groupe. Et c'est pour ça aussi que maintenant, il faut s'assurer de les accompagner de manière extrêmement je dirais, être collé à eux de manière à s'assurer que cette dynamique interne finalement ne fasse pas tout de suite dessiner le scénario le pire qui sera un scénario d'approfondissement de la crise plutôt que de résolution de la crise. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui nous a frappé également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de violence et qu'on a appris également que le coup a été minutieusement ourdi et préparé. Est-ce que cela présage de lendemain heureux pour le Mali? Est-ce que ça veut dire que leur coup est déjà réussi? Alors, je pense qu'il n'y a pas de bon coup d'État, mais je crois qu'il faut ajouter tout de suite qu'il faut connaître la situation spécifique des pays avant d'avoir simplement un jugement fondé sur le principe du refus
des changements anticonstitutionnels. Ce que je veux dire, c'est que le Mali était dans une crise politique profonde depuis les dernières semaines et en réalité, il y a une crise multidimensionnelle depuis 8 ans maintenant. Et donc, pour moi, lorsqu'on refuse le principe des changements anticonstitutionnels, comme le fait justement la CEDEAO, on doit aussi être très clair sur le fait que tant qu'on ne changera pas la gouvernance politique et économique de nos États, tant qu'on ne comprendra pas le degré de frustration des populations et notamment des jeunes couches de la population, évidemment, on pourra toujours à chaque coup d'État pleurnicher sur le fait qu'on a à nouveau des coups d'État, mais c'est la conséquence logique du refus de voir en face les dysfonctionnements politiques majeurs dans les pays de la région. Donc moi, ce coup d'État, pour l'instant, je dis il faut faire très attention parce que ça peut être le scénario du pire, précipiter finalement une aggravation de la crise, comme ce fut le cas en 2012, mais ça peut aussi être une opportunité historique de faire des réformes profondes dont le pays a besoin. Très bien. Monsieur Gaïdé, est-ce que vous avez des informations sur le nouveau visage, le militaire Assimi qui vient d'apparaître, et est-ce que le fait qu'ils aient relativement bien mené donc cette révolution présage quelque chose de bon pour le Mali? Est-ce que vous êtes optimiste dans ce sens? Bon, vous avez d'abord posé une question sur le visage. Je pense que je viens de le découvrir avec un peu de recul tout à l'heure dans vos studios. Et j'ai écouté un tout petit peu, il a parlé. Eh bien, je sens déjà qu'il y a quelque chose, un creux dans le langage qui peut déterminer pas mal de choses. Et tout à l'heure, j'ai écouté que c'est quelqu'un d'endogène, c'est-à-dire c'est un militaire formé quand même sur place et qui connaît déjà peut-être quelque chose à l'intérieur de l'armée. Et Gilles a dit quelque chose d'important sur lequel je vais revenir, ne connaissant pas la personne. Il a parlé de la dynamique interne du groupe, c'est-à-dire le noyau principal qui a fomenté et qu'il faut surveiller de près cette dynamique de groupe, qui me rappelle un tout petit peu ce que les Arabes appellent, et plus exactement, Ibn Khaldoun, l'esprit de corps. Puisque l'armée, c'est aussi un corps. Donc, s'ils s'entendent à l'intérieur du groupe et qu'il n'y ait pas de concurrence grave qui peuvent affecter la trajectoire qu'ils se sont tracée eux-mêmes, puisqu'ils ont dit qu'ils ne sont pas venus prendre le pouvoir pour rester au pouvoir. Et moi, je suis issu d'un pays qui a connu énormément de coups d'État. Et chacun d'entre eux était venu pour rectifier. C'est-à-dire que c'est le verbe rectifier lui-même, le terme de salut, toutes ces choses qui ressemblent à des prières qui ne nous concernent pas, qu'il faut qu'on essaie de comprendre quel type de discours ils vont mettre et qui peut nous permettre d'être tranquilles dans notre analyse de la situation. Quant à l'avenir immédiat du Mali, il faut, comme l'a rappelé tout à l'heure Gilles, qu'il y a quelques semaines, quand même, on était dans une tension. On savait qu'il y avait quelque chose qui allait se produire. Maintenant, nous assistons, l'imam Diko et les autres ont appelé à une manifestation pour soutenir. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Quelles sont les liaisons possibles entre les jeunes qui prennent le pouvoir actuellement et tout l'aéropage politique qui tourne autour de la contestation d'un président de la République élu. C'est ça que je pense qu'il faut essayer maintenant de comprendre, quelles sont les liaisons entre la dynamique interne de ce groupe et la dynamique interne dirigée par Diko et les autres qui contestaient le pouvoir de Ibeka. Bon, très bien. Admettons que c'est pour changer. Il y a également le sort d'Ibeka, le président déchu, et de toutes ces personnes qui sont retenues là-bas au camp de Kati. Les chancelleries occidentales, africaines particulièrement, ont demandé que sa sécurité soit garantie, qu'il soit même libéré. Qu'est-ce que vous pensez de son intégrité physique? Je pense que comme ATT, ils ont fait le même processus de ATT. ATT avait démissionné, non?
Et il s'est réfugié tranquillement ici, non? Et il est reparti tranquillement, n'est-ce pas, ici, là-bas, non? Et il a mangé tranquillement avec Ibeka, non? Mais c'est ça qu'on doit essayer aussi de comprendre davantage. Comment l'amertume interne qui touche une partie de l'armée jusqu'à prendre le pouvoir, mais sans effusion de sang et avec une forme de garantie, même de respect, puisqu'ils les ont extirpés. Il faut dire la vérité, je pense qu'ils ont été extirpés, exfiltrés. Puisque laissés à la population, on allait les lyncher certainement. Puisqu'on a parlé du pillage de la maison du fils du président de la République. Donc, il y a quelque part, même si je suis profondément contre les coups d'État, si je ne peux pas ne pas être contre, puisque j'ai participé en 2003 à la mise en place justement des peer review, mécanisme de peer review, même si ce n'est pas bon. Moi, j'ai participé en tant que jeune, il y a 17 ans. Je ne peux pas ne pas l'appuyer. Et j'ai fait un rapport en 2015 sur le Mali et que j'ai retrouvé ce matin. Mutation, perspective et bifurcation sociale dans l'espace saharo-sahélien, où j'essaie d'analyser tout ça à partir d'éléments puisés dans la réalité malienne et dans la réalité ouest-africaine. Si je relis le texte, j'ai l'impression que c'est pas ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça aussi, souvent, entre parenthèses, quand on me lit, ou on lit un autre, on va dire, il était en avance sur son temps. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent aux autres qu'ils sont en avance sur leur temps. Parce qu'ils nous trompent. Les gens parlent de leur temps, mais les gens n'écoutent pas leur temps. Puisqu'ils ont un autre temps à gérer qui n'est pas le même temps que nous sommes en train de vivre. Donc c'est ça qu'il faut essayer de changer. Il faut que ces hommes politiques-là changent le rythme de leur action et le temps qu'ils sont en train de vivre. Puisqu'ils vivent en opposition à notre temps et au temps des populations. C'est ça le problème. Et ces dysfonctionnements, c'est ça le dysfonctionnement de l'administration. Et c'est ça les hommes aussi qui détruisent l'ensemble des choses au point que nous sommes obligés de manifester joyeusement. Nos populations manifestent joyeusement ici au XXIe siècle pour un coup d'État. Très bien. Mais je ne peux pas comprendre ça. Très bien. Donc, les militaires mutins ont mis immédiatement en place hier ce qu'ils appellent le CNSP, le Comité national pour le salut public, qui devra déboucher sur la tenue d'élections générales avec la participation des civils. Donc, est-ce que vous pensez que la transition va déboucher sur quelque chose et qu'elle va être concrètement assurée? Parce que c'est un enjeu important. Oui, je pense d'abord que rien n'est jamais déterminé en avance. Donc la transition va se faire ou ne va pas se faire en fonction des prochains jours, des prochaines semaines, des actions des uns et des autres, y compris à nouveau de l'accompagnement d'amis du Mali qui veulent vraiment du bien à ce pays-là et qui devront être attentifs à avoir des positions qui reflètent à la fois le besoin de revenir à l'ordre constitutionnel rapidement, mais aussi le besoin de changement. Je crois, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas continuer à proclamer, la nécessité de démocratie bâtie autour de la légitimité donnée par les élections et ne pas reconnaître que la démocratie, c'est aussi le fonctionnement au quotidien, c'est le rapport au quotidien entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et tant qu'on ne mettra pas le doigt sur la gravité des dysfonctionnements, la gravité de la corruption sous toutes ses formes, tant qu'on ne prendra pas la mesure de ce que Gainsbourg vient de dire sur la différence de temps entre les élites politiques, économiques et les masses, disons, que nous avons dans nos pays, et notamment les jeunes qui sont majoritaires et qui sont désemparés au Mali comme dans beaucoup de pays de la région, tant qu'on ne reconnaîtra pas cette soif vraiment de signaux de changement, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quoi qu'on fasse au Mali, on ne va pas réellement résoudre le problème de l'emploi ni le problème de la sécurité dans 6 mois ou dans 1 an ou même dans 2. Il faut être très clair là-dessus, mais il faut au moins donner des signaux politiques
qu'on comprend, disons, cette frustration et qu'on a envie de bien faire et commencer déjà à donner des signes d'un assainissement, disons, dans la gestion des affaires publiques. Donc, je pense que tous ces aspects devront être pris en compte dans tout l'accompagnement qu'il faudra maintenant faire de cette transition. Et j'ajouterais aussi, parce que vous l'avez mentionné, pour moi, il est toujours important de regarder le comportement précis des acteurs. Et parce que ça donne des indices qui sont quand même importants. Si on avait eu, disons, des violences lors de ce coup d'État, si on avait eu si on s'en était pris physiquement au chef de l'État ou au Premier ministre, le signal qui aurait été donné serait différent. Et tout de suite, disons, serait porté à tirer des conclusions sur les personnes même qui sont derrière ce coup. On a vu un coup d'État clairement préparé, on a vu une coordination entre Kati et Bamako en réalité, et on n'a pas vu de résistance de la part même des gardes du président. Et je crois qu'on a un processus qui est relativement contrôlé et que ça, c'est plutôt un signal relativement positif. Et c'est probablement lié au fait qu'on a quand même à nouveau dans ce groupe d'officiers des gens qui sont plutôt bien formés et qui ont conscience aussi aujourd'hui du contexte régional et international qui ne permet pas de commettre les excès qu'on pouvait commettre il y a encore quelques années. Très bien. Donc la conséquence immédiate de ce qui s'est passé hier, c'est que le pays n'a plus de président de la République, n'a plus de gouvernement, n'a plus d'assemblée nationale. Est-ce que Monsieur Gaïndé, les militaires vont devoir gérer tout seuls? Est-ce qu'ils en ont la capacité ou les capacités, ou est-ce qu'ils devront faire appel à des compétences civiles pour mener à bien la transition? Comment est-ce que tout ça devra se passer? Toute cette mayonnaise va se passer si je suis exactement ce que nous sommes en train de dire, puisque dans notre discussion, il apparaît que le coup d'État a été très bien préparé. Ce qui signifie, s'il a été très bien préparé, ils ont pu anesthésier les poches qui auraient pu résister, et donc ils ont certainement assuré aussi ceux qui manifestaient, ils les ont certainement contactés, on ne sait jamais, parce que nous ne sommes jamais dans le secret des choses. Et c'est pourquoi c'est très difficile souvent d'analyser, mais leur tranquillité et la possibilité offerte au comment ils appellent le mouvement le 25 M5, 5 juin, il y aura trop de M, M23, M5, on aura trop, c'est-à-dire qu'on aura encore des répétitions de M. Donc le M5, s'il a toute la possibilité de convoquer une manifestation de joie et de hurrah, c'est qu'il y a quelque chose. Attendons de voir peut-être d'ici demain, ils ne peuvent pas quand même laisser le pays sans État. C'est lui le président de la République maintenant, même si c'est le salut public. Ça me rappelle un tout petit peu le CMSN mauritanien, Comité militaire de salut national. Bon, on retourne jusqu'en 40, c'est-à-dire que moi je retourne 40 ans. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent que le recul, ça ne signifie pas une marche mécanique en arrière. Non. C'est la répétition de discussions il y a 40 ans, aujourd'hui au présent. C'est ça la répétition. Ce n'est pas marcher en arrière vers le point. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le recul. Ça, c'est la mort, ça. Tu es déjà mort. Mais il faut que les gens comprennent qu'on est en train de répéter les choses. Moi, je suis en train de parler de choses qu'il y a 30 ans, je voyais mes aînés en train de discuter de ça. C'est ça qui est exaspérant. Alors que j'ai déjà des petits-enfants qui sont en train de me suivre, dire « Ah, papy est en train de parler de papa. Son papa a parlé de ça déjà. Et son arrière-grand-parent parlait de ça déjà. » C'est ça qui est un peu fatigant pour l'historien que je suis. Et je me surprends, je vais dire ça tout à voix basse, mais à travers le micro. C'est pourquoi je me surprends toujours en tant qu'historien à me dire, est-ce que l'histoire finalement donne des leçons? Est-ce que l'histoire donne des leçons? Si nous devons comparer ce qui se passe actuellement au Mali avec ce qui s'est passé en Guinée il y a quelques années et avec Sanogo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien, très bien. Ouais, il y a quelque chose dans l'histoire qu'on n'arrive pas à comprendre et à maîtriser comme étant l'élément fondamental qui puisse nous permettre de ne pas revenir sur un événement qui ressemble à un événement du passé. C'est ça
le recul et la répétition sans différence. Très bien, et on a lu quelque part que l'histoire est souvent un avertisseur d'incendie et qu'elle se répète souvent comme une tragédie. Souvent, cette phrase, c'est de Karl Marx. Donc, les militaires ont pris le Mali, sinon une partie du Mali. Moi, je dis qu'ils ont pris Bamako et un peu les alentours, parce qu'au nord et au centre, il y a des territoires abandonnés, il y a des no man's land. Comment est-ce qu'ils doivent lancer des discussions avec les rébellions, les irrédentismes qu'on voit un peu partout essaimer dans le pays, chez Yabi? Alors oui, je crois que on peut pas discuter effectivement du coût et de ses conséquences sans parler de la réalité politique et sécuritaire du Mali, qui est aussi caractérisée par la crise dans le nord du pays. C'était quand même l'élément déclencheur de 2012. On a eu à la fois la rébellion qui a repris, disons, dans le nord du pays, et très vite un coup d'État militaire qui était d'ailleurs justifié à l'époque par les frustrations des militaires qui disaient qu'ils n'avaient pas suffisamment d'équipement, etc., pour lutter contre la rébellion. Et ça, c'était sous le président ATT. Et aujourd'hui, la réalité sécuritaire du Mali, c'est une situation dans le nord où on a, disons, les grandes villes ont été reprises depuis l'intervention franco-africaine, mais la réalité, c'est que l'insécurité est toujours présente. Les groupes armés, disons, certains sont entrés dans un processus de paix, et cela aboutit à l'accord de Bamako issu du processus d'Alger, mais on a aussi des groupes armés terroristes qui continuent à être présents dans le nord du pays. Mais un élément significatif du développement des dernières années, c'est que l'insécurité, en fait, est devenue beaucoup plus forte dans le centre que dans le nord. Et donc, on a non seulement pas réglé le problème du nord, mais on a aussi aujourd'hui une situation extrêmement compliquée dans le centre du pays, toute la zone de Mopti et même de Ségou. En fait, on se rapproche dangereusement de Bamako. Et après, il y a toute la situation aux frontières de la Mauritanie, frontière avec le Niger, où on a aussi, et frontière avec bien sûr le Burkina Faso, et on a une crise du Mali qui en fait est quand même l'élément le plus important de la décomposition aussi qui a commencé au Burkina Faso depuis 2 ou 3 ans. Donc, c'est ça la situation aujourd'hui. Donc, la junte qui se met en place, elle doit non seulement contrôler la situation politique à Bamako, mais elle doit aussi dire, au fond, ce qu'elle a en tête pour l'ensemble du pays. Les premiers messages qui ont été donnés vont dans le sens d'un respect des accords, et notamment de l'accord de Bamako issu du processus d'Alger. Ils l'ont dit très vite, justement, on le voit, pour assurer les acteurs internationaux, la mission des Nations Unies, le G5 Sahel. Enfin, il faut bien se rendre compte que le Mali est dans une situation où on a une multiplicité d'acteurs internationaux qui sont présents. Une force française qui est militairement présente, les forces européennes de formation des militaires, la mission à nouveau des Nations Unies. Et donc, il faut rassurer tout ce monde-là en disant, nous, on ne remet pas en cause tous ces partenariats internationaux, et on ne remet pas en cause l'accord de paix, disons, qui vise à restaurer la stabilité dans le nord du pays. Maintenant, il y a une chose est de le dire, une chose est d'être capable de le faire. Et donc, c'est ça la situation aujourd'hui. J'ajouterais aussi, je pense que c'est important, on ne sait pas encore dans quelle mesure ça a pu influencer le déclenchement du coup d'État, mais un rapport du groupe d'experts des Nations Unies venait juste d'être, alors il n'a même pas été publié officiellement, mais il y a eu des fuites dans la presse il y a quelques jours qui montraient que un certain nombre d'éléments, y compris un ancien chef d'état-major de l'armée malienne, étaient impliqués, disons, ou en tout cas pouvaient être mis en cause dans les événements du centre du pays. Donc on a aussi une armée malienne qui est quand même une armée très critiquée, et qui a montré beaucoup de faiblesses sur le terrain et qui n'a pas pu empêcher des massacres à répétition dans le centre du pays. Très bien, on n'a pas encore parlé de l'imam Dicko, qui a été un peu le catalyseur, l'accélérateur de particules de ce qui se passe actuellement au Mali. Monsieur Gaïdé, quelle devra être son attitude aujourd'hui? Est-ce que d'ailleurs les militaires lui ont crié la politesse, ou bien ils l'ont aidé un peu à se défaire d'Ibeka? Bon, je pense que vous posez ici des questions un peu très précises pour lesquelles je ne peux pas avoir de réponse puisque je ne suis pas là-bas. Mais on va essayer de comprendre. Ouais. Puisque, effectivement, l'imam Dicko, moi j'ai dit tout à l'heure, si jamais
le coup d'État a été préparé et qu'il y a un dynamisme interne du noyau, peut-être bien qu'ils ont pu discuter avec lui. J'ai dit tout à l'heure que l'information nous a dit aussi que l'imam Dicko va appeler, et son mouvement vont appeler à une manifestation. Donc, ce qui fait que, en réalité, il est toujours actif et que les jours à venir, quand ils vont prendre la décision de mettre en place un gouvernement, nous allons voir quelle sera la place exacte octroyée à ceux qui ont contesté IBK ces dernières semaines et qui ont peut-être même accéléré justement sa chute. Mais je crois qu'il faut qu'on revienne un peu sur ce que Gilles Yabi a dit et qu'il a touché, qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une rébellion au Mali, qu'il y a une multitude d'acteurs, et certainement Macron va demander des comptes pour qu'il soit assuré que ces soldats qui sont envoyés ne seront pas du tout largués. Idriss Déby, le maréchal de l'Afrique, va aussi lui aussi réagir certainement, puisqu'il a quand même, c'est lui qui contrôle une partie de l'Afrique aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il contrôle une partie de l'Afrique de l'Ouest et il contrôle aujourd'hui une partie de l'Afrique centrale. Donc tous ces enjeux-là qui sont là et qui pèsent sur la junte doivent être certainement appuyés davantage. Je suis pour que la CEDEAO soit plus active et même il faut qu'on pense peut-être même, si nous voulons que les jeunes qui vont arriver au pouvoir respectent, il faut qu'on pense que la CEDEAO puisse avoir plus de poids et d'interventionnisme même à l'intérieur de nos pays. Parce que je crois que nous allons vers cela. Il faut que nous, Africains, que nous sachions, surtout là, le Sénégal, si on touche IBK, c'est un Sénégalais, puisqu'il a fait ses études ici. Ouais. Il vient quand quelqu'un décède ici et il pleure. Donc, si quelque chose le touche, le Mali, c'est que ça touche directement le Sénégal. Le Sénégal et le Mali, c'était un seul pays. On l'a même recréé avec la Confédération du Mali. Les gens l'oublient rapidement. Moi, je suis pour, et je l'avais dit en 2012, qu'on marche vers ces pays, que les jeunes Africains se lèvent comme nos aïeux l'ont fait au temps historique, qui étaient tous ensemble et qui savaient prendre la décision pour faire partir des pouvoirs qui ne répondent plus aux critères de l'organisation. Je pense que c'est la jeunesse panafricaine qui doit se réveiller maintenant et que le panafricanisme devienne réalité et qu'il sorte du discours et de l'utilisation abusive pour qu'on puisse comprendre qu'un citoyen sénégalais, si un citoyen malien est fatigué, c'est le citoyen sénégalais lui-même qui est fatigué. Il a son cousin ici. Très bien. Vous parlez de l'Afrique, on va enfourcher sur la CEDEAO qui doit se réunir en sommet extraordinaire demain matin. Donc, la CEDEAO qui ne réussit pas beaucoup au Mali, contrairement à ce qu'elle a tenté et réussi, notamment en Guinée-Bissau ou au Mali, où ces actions ont été couronnées relativement de succès. Pourquoi la CEDEAO a du mal, M. Yabi, à imposer donc ses vues au Mali? Je crois que la question est difficile et surtout la CEDEAO s'est imposée comme un acteur politique important dans la région depuis longtemps lorsqu'on est en situation de crise politique. Mais lorsqu'on est seulement en situation de crise politique, le dossier malien a dès le début été très compliqué parce qu'on avait une crise multidimensionnelle avec une dimension sécuritaire extrêmement forte et on voyait tout de suite en 2012 notamment que ça dépassait les moyens
de la CEDEAO, les moyens militaires et bien sûr aussi donc les moyens politiques. Et je crois que le dossier malien, il est évident qu'il n'a rien à voir avec le dossier gambien par exemple, ou le dossier même de la Guinée-Bissau, sachant que même en Guinée-Bissau, qui est un pays plus petit, le bilan de la CEDEAO et d'ailleurs d'autres acteurs internationaux n'est pas nécessairement aujourd'hui extrêmement positif. Mais pour revenir au Mali, je crois que le problème important de la CEDEAO, dans le contexte d'ailleurs de la crise actuelle, c'est la perception que la CEDEAO est trop alignée sur la position des chefs d'État. Mais beaucoup de citoyens de la région critiquent la CEDEAO et moi j'ai toujours tendance à commencer à répondre en leur expliquant que la CEDEAO ne peut pas faire des choses extraordinaires alors que ces pays, ces États membres, c'est eux qui prennent les décisions et donc la CEDEAO est aussi le reflet des dysfonctionnements politiques de ces États membres. Et donc les décisions au plus haut niveau sont prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Regardons un à un les pays de la région en ce moment, leur leadership politique, et on comprendra bien qu'il ne faut pas s'étonner également que la CEDEAO montre des limites, parce que toute décision qui est prise sur le Mali, les chefs d'État, quand ils prennent ces décisions, ils pensent aussi à leur propre pays, à leur propre situation. Vous suivez mon regard vers la Côte d'Ivoire, vers la Guinée par exemple. Très bien. On reçoit des informations, on voit un peu la feuille de route que dresse le Comité national pour le salut public. Donc, on vous lit ça suite à la longue journée du mardi 18 août 2020 qui a conduit à la démission du président Ibeka. Nous voulons, à travers... bon, le texte est un peu trop long, on va y revenir. C'est un peu trop long. Donc, sur la CEDEAO, quelles sont vos analyses, monsieur Gaïdé? Donc, voilà, on reçoit à nouveau le texte. Donc, le CNSP décide de la mise en place d'un collège transitoire composé de représentants des différentes forces vives, désignation d'un premier ministre par les membres du collège transitoire, mise en place d'un gouvernement restreint d'union nationale de 15 ministres. Aucun membre du collège transitoire ne pourra se représenter, et même du gouvernement d'union nationale. Revenez un peu, donc... oui, c'est ça. On va revenir sur le texte tout à l'heure. Ça bouge un peu. Donc, la CEDEAO, M. Gaïdé, comment est-ce que vous analysez un peu le comportement de la CEDEAO vis-à-vis du Mali? Bon, je pense que Gilles Liaby a bien dit, c'est pas la peine de répéter ce qu'il a déjà dit, mais je crois qu'il y a un grand problème qui est lié aussi que nos organisations, il ne faut pas les oublier, qu'elles fonctionnent par réseau à l'intérieur. Réseau d'amitié, réseau de nationalité, tout en poids, même l'Union africaine, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Et nous revenons justement au cœur de la chose, aux individus, aux hommes. La structure en tant que telle est une structure très intéressante puisque nous avons réussi quelque chose. Vous allez dans les pays anglophones, au Zimbabwe ou encore ailleurs, les gens vont vous dire, vous avez réussi quelque chose d'extrêmement important en Afrique de l'Ouest, vous voyagez facilement. Mais ce n'est pas ça seulement que nous cherchons. Nous cherchons à voyager facilement, mais à être tranquille à l'intérieur de nos territoires, dans la sécurité la plus totale. Je disais tout à l'heure en avançant que je crois que la CEDEAO doit être changée pour que la conférence de chefs d'État ne soit pas seulement le lieu aussi de reproduction de ce qui se passe sur le plan national. Parce que si vous voyez tous les présidents qui composent la CEDEAO, la plupart d'entre eux, aujourd'hui, sont dans la même situation que Ibeka. Donc, comment peuvent-ils prendre une décision unanime pour sanctionner quelque chose, un processus qu'ils sont en train de vivre eux-mêmes à l'intérieur de leur corps? C'est ça qui est problématique. Donc, c'est pourquoi je crois que de plus en plus, il faut qu'on revienne à l'être humain en tant que tel. Il faut qu'on revoie nos hommes. On n'arrive plus à fabriquer de grands hommes capables de porter l'immatérialité du rêve de la vie. Puisque vivre, c'est un rêve.
immatériel, pas seulement avoir d'à manger, mais c'est la possibilité de s'épanouir, la possibilité de dire que j'ai choisi un président de la République. Il n'y aura plus de CNSP, il n'y aura plus de gouvernement de transition. Mais on va transiter jusqu'à quand? Chaque année, il y a un pays qui dit on va transiter, on va choisir parmi ceux. Vous lisez ça, c'est très intéressant pour comprendre, pour analyser justement où est-ce que nous allons. La feuille de route peut nous permettre de mettre des perspectives. Mais il faut que la CEDEAO et les chefs d'État puissent prendre la possibilité d'écouter davantage les sociétés civiles ouest-africaines pour qu'on ait ce sentiment d'appartenance à une société civile au-delà des territoires, pour qu'on ait un langage commun qui puisse nous permettre de ne pas... Maintenant, c'est une question d'avoir honte par rapport aux autres. Parce que si les autres viennent nous dire que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire, c'est qu'il y a une philosophie de la vie qu'on n'a pas. La philosophie de la vie qu'on doit avoir, c'est de renforcer donc nos organisations, qu'elles ne deviennent pas seulement des caisses à résonance ou qu'ils se rassemblent pour des principes. Bon. Non, c'est très bien. Donc, M. Yabi, le temps file. Je pense qu'on peut aborder la dernière partie. On a vu que notre sous-région est très instable. C'est pas seulement le Mali, la zone des 3 frontières, comme on dit communément, Niger, Burkina, et puis pour ce qui s'agit de nos pays, Côte d'Ivoire avec les élections, Guinée également, la Mauritanie, où un ancien chef d'État est inquiété. Qu'est-ce qui fait finalement que notre sous-région est très inquiétante et quels sont les germes de cette instabilité? Vaste question. Je pense qu'il n'y a pas un seul facteur et je pense qu'il faut justement montrer la complexité de cette situation et également sa profondeur historique. Et je crois qu'on a le devoir d'ailleurs de le dire de plus en plus, en particulier aux plus jeunes d'entre nous, pour que tout le monde comprenne bien qu'il n'y a pas de solution facile et qu'il n'y en aura pas. Je crois que lorsqu'on regarde le Mali qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a évidemment toutes les failles dont nous avons largement parlé sur la gouvernance du BK. J'ai rappelé le coup d'État de 2012 et pour souligner qu'on avait aussi avant IBK ATT par exemple et qu'on pouvait quand même considérer que l'affaiblissement du Mali et notamment la perte d'une certaine manière du Nord a été provoqué en partie par la gouvernance qui était également très contestable du président Toumani Touré. Et aujourd'hui, quand on voit des Maliens parler d'ATT, on n'est pas très sûr qu'on continue vraiment à le rendre responsable de la situation, alors qu'à mon sens, on devrait. Et donc, à chaque épisode en fait historique, finalement, on dénonce des dysfonctionnements, mais à la fin, on n'en tire pas les leçons et on ne change profondément pas les pratiques politiques. Et à nouveau, tant qu'on ne changera pas les pratiques politiques et derrière la pratique politique, la conception du pouvoir, je pense que tant qu'on ne touchera pas à ça, on ne rendra pas notre région plus résiliente face aux crises. J'ajouterais qu'il y a un élément fondamental. M. Guindé a parlé de beaucoup des hommes. Et je dirais parler aussi de l'état de la société. Parce que la société malienne aujourd'hui, comme la société sénégalaise aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait pendant 20, pendant 30 ans, pendant 40 ans, en termes de politique publique, et notamment d'éducation. Donc, on ne peut pas avoir on a les hommes et les femmes, à un moment donné, quand on a mis en place des institutions pour les former, y compris à l'éthique justement de responsabilité. Mais si on ne le fait pas, si on ne regarde pas le bilan de nos pays en termes de politique éducative, de politique culturelle, de promotion d'un certain nombre de valeurs compatibles avec les systèmes politiques démocratiques qu'on prétend mettre en place, évidemment, on se retrouve à un moment donné avec une population majoritairement composée de jeunes qui n'ont
pas simplement reçu tous les outils qu'il leur faut pour décrypter d'ailleurs les raisons de leur propre situation et qui ne comprennent pas d'une certaine manière qu'ils peuvent eux aussi encourager la corruption. Lorsqu'on parle, je donne juste un exemple, au Mali, les mariages, j'ai vécu au Mali, les mariages à Bamako sont très connus, il ressemble à des mariages dans d'autres pays aussi, on y distribue beaucoup d'argent, on y distribue beaucoup de billets de banque et tout le monde trouve ça à peu près normal. Mais évidemment, s'il faut distribuer tous les dimanches autant de billets de banque, il faut bien s'interroger, il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc lorsque vous avez des gens qui sont dans l'appareil d'État et qui doivent tous les week-ends aller à plein de mariages de leur famille et on attend d'eux qu'ils distribuent des liasses de billets, que tout le monde trouve ça normal, évidemment il faut s'interroger à nouveau sur une part de complicité de strate plus importante de la société dans cette corruption. Si on veut remettre en cause la corruption dans l'administration publique et dans la manière de gouverner, il faut aussi qu'on la remette en cause dans toutes les strates et tous les fonctionnements sociaux dans nos pays. Très bien, très bien. Donc je reviens rapidement sur le communiqué du Conseil national de salut public, donc, qui a sorti une feuille de route en 15 points. C'est un peu trop long, je vais vous faire part rapidement des tout premiers points. Donc la mise en place d'un collège transitoire composé de représentants des différentes forces vives de la nation, civiles et militaires. L'autre point, c'est ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la désignation d'un premier ministre par les membres du collège transitoire. Le troisième, mise en place d'un gouvernement restreint d'union nationale de 15 membres. Aucun membre du collège transitoire ni du gouvernement d'union nationale ne pourra se représenter aux futures élections. Il y a également en 5, élaboration d'une feuille de route de la transition et tous les membres du collège transitoire et du gouvernement de l'Union nationale auront à déclarer leurs biens avant leur entrée en fonction et aussi à la fin de la mission. Un petit commentaire sur ces aspects, peut-être M. Gaïdé, rapidement, avant de terminer l'émission. Oui, je vais commencer par la déclaration des biens qui est tombée en dernier et qui fait que ça peut peut-être confirmer beaucoup de prévarications qui ont été constatées au Mali autour du président de la République. Il y avait même un bruit qui courait que son fils était parti dépenser de l'argent. Vous avez parlé de dépenses d'argent chez les Maliens et ça m'a fait penser longuement à Kanka Moussa qui avait voyagé à la Mecque en 1300 et quelques. Et il avait amené 900 kilos d'or et peut-être des milliers d'esclaves. Il les a distribués tout le long de son voyage jusqu'à faire chuter le prix de l'or dans toute la Méditerranée. Il a même arrivé en Égypte, il n'avait rien. Il s'est endetté, mais il a payé au retour. Donc, et puis il ne faut pas oublier que le Mali, c'est un pays nous aimons beaucoup la musique mandingue. Les airs, c'est-à-dire c'est notre arrière-cour, c'est la musique classique. C'est-à-dire c'est un monde dans le classicisme le plus profond africain et qui est encore dans la fabrication des imaginaires que nous aimons. Nous aimons le Bogolan, nous aimons toutes les statues du Mali. Beaucoup d'artistes maliens, c'est eux qui apparaissent dans le monde avec une musique qui est... Donc, il y a peut-être aussi ce caractère de dépensier qui n'est pas du tout de la corruption, mais nous avons la même chose ici. Au Grand Théâtre, il y a des gens qui jettent des 30 millions. Donc, il y a des choses qui sont... C'est pourquoi je parle de l'homme. Il faut qu'on change de mentalité. Nous n'avons plus la possibilité de continuer à jouer comme ça avec les petites ressources que nous avons. Quant à... ce qu'ils ont dit, je pense qu'il y a un autre élément important, le fait qu'ils ne peuvent pas se représenter aux élections, ça c'est important. Même si je ne les soutiens pas, ça c'est important, ça permet au moins de clarifier les ambitions et de limiter la lutte interne et de garder la dynamique dont a parlé au départ Julie Abi. C'est ça c'est le point 4. Donc Julie Abi, vous avez une réaction par rapport à cette feuille de route, elle vous dit quelque chose, ça? Oui, alors c'est un grand classique des feuilles de route post-coup d'État. Généralement,
les juntes n'annoncent pas tout de suite si qu'elles veulent rester au pouvoir, par exemple. Elles annoncent évidemment qu'elles vont lutter contre la corruption. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on est dans des déclarations. Ce qu'il faut examiner de près, c'est d'abord la personnalité, à nouveau, des vrais animateurs du CNSP. Et je pense, comme je le disais tout à l'heure, que ces signaux sont importants. Comment est-ce qu'ils étaient perçus? Comment est-ce qu'ils sont perçus même dans l'armée? Est-ce que certains ont été impliqués ou non dans des malversations? Je crois que c'est là qu'on va avoir des indications sur leur degré de bonne foi et de sincérité, disons, au niveau des engagements qu'ils prennent. Je crois aussi que le fait de dire que les membres, disons, des institutions de transition, pour faire court, ne pourront pas se présenter aux élections, c'est aussi devenu un classique pour justement, disons, clarifier les choses. Mais bon, la conséquence, c'est qu'à mon avis, on va peut-être pas se bousculer pour faire partie des institutions de transition. Et donc, ça donnera une indication sur les acteurs qui se réservent pour les élections à venir. Et peut-être un dernier commentaire quand même sur ça, c'est aussi alerter justement sur une tension qui n'est pas facile à résoudre. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce type de situation avec des appels très important de la communauté de ce qu'on appelle la communauté internationale, des acteurs régionaux internationaux, pour des élections le plus vite possible, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, en mettant beaucoup de pression. Et on comprend cela. Mais en même temps, on se retrouve piégé parce qu'on oublie que c'est en fait pendant les périodes de transition, historiquement, qu'on peut faire un certain nombre de réformes majeures. Dès lors que vous vous précipitez vers une élection, à la fin de l'élection, vous avez tout de suite un chef d'État qui va estimer qu'il est démocratiquement élu, et même s'il y a 30% de participation, il va à ce moment-là potentiellement reproduire exactement la gouvernance politique qui a fait tomber son prédécesseur. Donc je crois qu'il faut faire très attention aujourd'hui et voir vraiment la nécessité de donner une vraie feuille de route à ces transitions qui soit transformative. C'est ça, il y a de bonnes intentions, mais souvent on dit que les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc, Monsieur Gaïdé, vous n'avez pas réagi sur les éléments déstabilisateurs de notre sous-région, les chefs d'État qui sont souvent là plus pour durer que pour faire ou agir, avec les histoires de troisième mandat qui fatiguent tout le monde. Il y a les règlements de compte, on a vu ça par exemple en Mauritanie. Il y a ce qu'on appelle aussi l'ethno-différentialisme, les histoires ethniques et tribales qui polluent donc notre continent de façon globale. Quels sont les éléments ou les facteurs qui déstabilisent le plus notre sous-région, selon vous, M. Gaïdé? C'est une grande question, mais heureusement qu'on suit cela. Et bon, je vais le répéter, peut-être ce rapport parle de ça, justement. Et attaque, justement, les questions ethniques. Et moi, ce qui me préoccupait en 2015 et déjà 2012, c'est l'orientation ethnique de la chose. C'est-à-dire, mais souvent, si je parle d'ethnie, il faut que je clarifie, parce que je suis pour les ethnies, pour l'existence des ethnies en tant que dynamique et parti politique dynamique sociale. Je suis pour les ethnies en tant que telles, puisque c'est ce que nous avons trouvé ici. Ce qui peut donc créer la rupture, et nous étions dans le processus au Mali, avec les Dogons et les Peuls, et même les Maures avant, les Maures maliens, les Touaregs, il y avait des problèmes internes entre les différentes communautés qui a été exacerbé politiquement. Alors que ces problèmes qui perturbent généralement les relations entre les groupes ethniques, c'est des problèmes qui datent de très longtemps, qui sont liés à un mode de territorialisation et un mode économique d'exploitation de la terre. Ce n'était pas du tout des problèmes ethniques en tant que stigmates, comme nous avons l'habitude de le dire. À chaque fois qu'il y a un problème sérieux en Afrique, l'échappatoire plus simple, c'est de dire que c'est ethnique ou c'est tribal, puisque ça nous arrange. Alors que c'est plus profond que cela. Par exemple, l'exemple de la Mauritanie, c'est plus profond, c'est une question de pouvoir. Bon, la peau est simple. C'est plus simple de dire que c'est la peau de l'autre, mais en réalité, c'est un désir de contrôle de la vie.
ce que, si je deviens un peu savant, ce que Foucault appelle le biopouvoir, c'est-à-dire la maîtrise des corps. Parce que tout le pouvoir, c'est pour maîtriser nos corps. Donc, ce n'est pas une ethnicité, ce n'est pas... mais le plus grand problème que nous sommes en train de vivre et qui nous a été amené par des individus qui ont vécu il y a 50 ans ou 60 ans en Europe et qui ont vécu des choses au temps colonial, comme par exemple Alpha Condé, Ibeka, ils étaient des membres de la FEANF, qui ont vécu toutes les luttes pour l'indépendance africaine. Et ils viennent, ils dirigent les pays et ils se comportent comme les anciens pères de la nation. C'est ça qui me rend malade. C'est ça, c'est pourquoi aussi souvent je dis que l'histoire ne donne pas de leçons. Si je prends Gbagbo, qui était historien, et qui sait que les chefs d'État africains traditionnels ont été exilés, il s'est pris dans le piège jusqu'à se faire exiler lui aussi modernement. Si je peux parler de modernement. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis souvent qu'on recule. Et les grands problèmes, c'est que ces gens ont conduit à une rigidification de manière progressive maintenant des identités primaires et meurtrières. Il faut dire les choses. Moi, je le dis souvent depuis 10 ans dans les radios et en privé, mais les gens me traitent de perturbateur. Alors que c'est une observation. Ce qui se passe en Guinée est clair. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est clair. Nous allons revenir vers l'ethnicité négative. On a vu Bédié se réveiller. Et ce qui se passait aussi entre Ibeka et les Guinéens, ce n'était pas clair. Il y avait un axe. Tout le monde le sait. Il y avait un axe profondément ancré dans des choses que nous rejetons. Axe, ça veut dire quoi? Il y a des choses sur lesquelles il faut que les intellectuels et les politiques s'assoient ensemble et qu'on se dise la vérité. Les Africains doivent se dire maintenant la vérité, parce que nous connaissons tout ce qui nous gêne. Nous, intellectuels, nous savons ce qui gêne dans les études que nous menons. Puisque nous menons des études qui ne nous permettent pas de discuter réellement des questions de la société. On nous dit éducation, mais tout dépend des agendas, des recherches des autres. Il y a la multiplicité des intervenants au Mali. Mais si tu veux faire une étude qui n'est pas du tout, qui ne cadre pas avec les termes de référence des gens, tu es éliminé. Moi, mon rapport, j'ai été malmené avec ce rapport. Alors que c'est des jeunes qui me dirigeaient, qui avaient 30 ans, je n'ai rien contre, des Européens. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un livre sur la prospective en Afrique de l'Ouest, écrit par Jacques Guiry. Quand je l'ai ramené, moi, je l'ai lu il y a 30 ans. Et j'étais avec 2 anciens ministres africains qui étaient sous la conduite de jeunes hommes. Et quand j'ai produit mon rapport, on m'a fait fatiguer avec ce rapport. Et j'ai besoin d'en parler puisque tout ce qu'il y a à l'intérieur apparaît aujourd'hui au Mali. On m'a marginalisé lors de la production de ce rapport. Et je le dis à haute voix, puisque c'était un rapport qui m'a coûté le sang de mon corps, puisque je m'intéressais à ça. Et c'est ça qu'on doit dénoncer maintenant. Il y a parmi nous, les politiciens, les intellectuels, les journalistes, les Africains, de manière générale, il y a de la négritude négative qu'il faut qu'on élimine. Très bien. Très bien. Merci, M. Gaïdé. Donc, on a parlé de tous ces pays, mais on se trouve au Sénégal. Le Sénégal qui n'est pas un pays ex-nihilo. Ce qui se passe, c'est... Bon, le Sénégal est encore un havre de paix, on s'en félicite, mais il n'y a jamais de bonheur individuel parce que ce qui se passe ailleurs peut arriver chez nous. Personne n'est immunisé. Donc, quelles sont, selon vous, les difficultés du Sénégal? Parce que oui, ici également, on parle de 3e mandat. Il y a un flou artistique, il y a le ni oui, ni non, etc. Quelles sont les lacunes du Sénégal en ce sens? Non, je pense surtout que on
on a beaucoup parlé des facteurs qui s'entremêlent, qui sont certes complexes, mais évidemment, on a tous mis le doigt sur le problème de la gestion des affaires publiques, ce qu'on appelle beaucoup gouvernance aujourd'hui, mais il faut être très clair, c'est la manière dont nos États sont gérés, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Et je pense que si on est d'accord sur le fait que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, est lié à la manière dont nos États sont gérés, et donc la manière dont nos ressources sont gérées également, et à la question profonde des inégalités, je pense qu'il faut mettre aussi cette question des inégalités au cœur de toute discussion aujourd'hui sur l'état de la région et sur son avenir. Ça veut dire que dans des pays rares dans notre région qui sont encore des havres de paix, comme le Sénégal, ça veut dire qu'il faut tout faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça veut dire qu'il faut tout faire pour ne pas, au Sénégal, affaiblir notamment l'État, pour ne pas affaiblir un certain nombre de principes de neutralité de l'administration publique, pour ne pas affaiblir les principes de respect des droits de l'homme, de la liberté d'expression, etc. Donc, je crois qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire pour créer les conditions d'une lente désagrégation de nos pays. Et donc, pour les pays, à nouveau, qui sont encore préservés de la grande insécurité qui sévit dans la région, il faut surtout garder, disons, le cap et ne pas prendre des décisions politiques qui peuvent créer, disons, des tensions. Vous évoquez la question des troisièmes mandats. Au Sénégal, j'ai coutume à dire, enfin, lorsqu'il y a une constitution qui est en place, la question ne doit pas se poser. Et je crois qu'il faut, de toute façon, on peut en débattre pendant très longtemps, jusqu'au moment où on saura s'il y a des intentions réelles ou pas. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très productif de parler du troisième mandat aujourd'hui au Sénégal. Et de manière plus générale, je pense de plus en plus qu'il n'est pas très productif de s'éterniser seulement sur la question des troisièmes mandats, parce que les troisièmes mandats, à mon sens, sont aussi une manifestation, un peu comme les coups d'État. Les troisièmes mandats ne sont qu'un symptôme des dysfonctionnements que nous avons. Tant qu'on n'aura pas changé notre manière de gouverner et qu'on n'aura pas limité notamment les pouvoirs des chefs d'État, les troisièmes mandats seront possibles. Et s'ils sont possibles, s'il est facile pour un chef d'État de non seulement de penser au troisième mandat, mais de mettre en œuvre les conditions pour y arriver, il y a des chances qu'on ait des troisièmes mandats. Le problème pour moi aujourd'hui en Guinée, par exemple, on parlait d'Alpha Condé, ou en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la volonté de ces chefs d'État, disons d'un certain âge, de rester au pouvoir. C'est un problème de personnalité, mais au fond, partout dans le monde, des hommes de pouvoir ont envie de rester au pouvoir. Le problème, c'est lorsque leur envie de rester au pouvoir, finalement, passe aussi facilement au sein de la société, et que même autour d'eux, dans leur camp politique, il n'y a personne pour dire, en fait, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord, et de le dire de manière ouverte. Et donc, c'est les pratiques politiques, à mon avis, qui posent problème. Et tant qu'on ne mettra pas le doigt sur ça, on tournera un peu en rond. Très bien. Toute dernière question pour M. Gaïdé. Est-ce que vous pensez que le Sénégal, en termes de solidité démocratique, a toujours la même colonne vertébrale? On vous assimile souvent à la Mauritanie, on vous confond à la Mauritanie, mais on peut préciser que vous êtes à cheval, Mauritanie-Sénégal. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation sénégalaise dans ce contexte sous-régional qui n'est pas stable? Bon, je vais pas dire quelque chose qui va être plus clair maintenant. Puisque moi, j'étais réfugié, exilé, comme tous les exilés du monde. Mais il fallait que je choisisse quelque chose. Je ne peux plus vivre ailleurs qu'au Sénégal. Ce n'est plus possible. Je ne peux plus travailler ailleurs. Même si vous me donnez des milliards, je ne bougerai plus d'ici, c'est fini. Donc, ce qui se passe au Sénégal, j'étais venu le chercher. Ce qu'on dit là, la paix qui est là, c'est pourquoi je suis venu. S'il n'y avait pas la paix, j'allais continuer en Australie. Ou bien j'allais rester en France où j'étais, où j'avais la possibilité d'être même à l'université avec nationalité française. Mais j'ai choisi ici. Donc, moi, quand j'entends troisième mandat, je bouche les oreilles. Ça n'a pas de sens d'en parler ici, au Sénégal. Non. Pourquoi? Puisque ça, c'est réglé. C'est réglé depuis très longtemps. C'est vous qui l'avez réglé. Non, c'est la Constitution qui l'a réglé. C'est-à-dire, la Constitution, c'est cette chose qui permet la stabilité sociale et la paix et l'émergence, si on ne touche pas. Ouais. Puisque nous avons vu la Constitution américaine. Et moi, je pense que c'est un débat qui fait peur
Puisque tout simplement, ça a perturbé même peut-être une forme de gouvernance qui était mise en place. Ce débat a plombé la seconde gouvernance du président de la République, j'ose le dire. Et il a répondu pourtant. Et il a dit, si je dis que je suis candidat, si je dis que je ne suis pas candidat, les gens ne vont pas travailler. Il n'aurait même pas dû peut-être le dire. C'est pas la peine de discuter du troisième mandat au Sénégal. Ça ne peut pas exister. Parce que moi, j'étais venu pour la tranquillité. Si quelque chose peut perturber la tranquillité que j'ai ici, je vais agir. Puisque je vis ma sénégalité dans la sénégalité des Sénégalais. Mais je ne suis pas dans le singulier. S'il y a quelque chose qui va perturber 30 ans que je suis là, dans la production culturelle sénégalaise, ayant la transcendance sénégalaise, je ne peux pas accepter qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber cette tranquillité. Très bien. Je le dis, puisque c'est ma conviction. Voilà, on va vous remercier. Le temps est épuisé. Merci beaucoup, M. Gaïdé, d'être venu discuter avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur. C'est tout un plaisir. Gilles. Merci beaucoup. Merci, on est très ravis de vous avoir accueilli ici sur E-Media pour ce débat donc, qui a porté sur les chances de la transition au Mali et toutes ces questions géopolitiques élargies à notre sous-région. Nous allons remercier infiniment ceux qui ont réalisé cette émission comme du papier à musique, Samba Mariane ainsi que Ramatoulaye avec une réalisation à distance de Khalifa Diakhaté. Nous vous donnons rendez-vous tout prochainement. Les programmes vont continuer. Il y aura de l'information et de la musique à l'ancienne avec DJ Bouba. Bonsoir.